Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'RTM. Bienvenue à Actu Hebdo, le rendez-vous dominical de la mi-journée. Aujourd'hui, sur le plateau, Monsieur Niaza Koulibaly, chef du centre de monitoring et du contrôle des médias de la AC. Bonjour, Monsieur Koulibaly, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Bienvenue à la maison, on va dire, hein? Merci. Le doyen. Merci. D'accord. Également sur le plateau, commissaire principal de police Traoré, Assitan Traoré. C'est bien cela? Traoré, Assitan. Divisionnaire. Commissaire Commissaire divisionnaire de police. divisionnaire. D'accord. C'est bon, c'est bien la précision, non? D'accord. Vous êtes la présidente de l'ATOF JU. Bienvenue. Merci. D'accord. Lendemain de la fête, elle s'est bien passée. Très bien. OK. Et le message de l'association et Oui. de la police, parce que vous êtes en tenue. Tout à fait. Oui. Oui. Quels sont vos vœux pour votre association et puis la police et pour le pays? Ok. Les vœux. Nos vœux, c'est très simple. Nous, au nom de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile, notre vœu, c'est qu'ils puissent avoir moins de consommateurs de drogue au Mali. Parce qu'on a constaté que la consommation de drogue aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Ah, d'accord. Donc, Et pour la police? pour la police, on est là pour lutter efficacement contre ce fléau. D'accord. Aussi sensibiliser pour que les parents et les mamans, les parents, les pères, les mamans puissent vraiment connaître les préventions et comment aider les drogués. OK. Les vœux pour le pays? La paix. La paix. Oui. OK, très bien. C'est le même discours, la paix pour le pays. Exact. La paix pour le pays et surtout courage et résilience parce que les épreuves qui attendent le pays, nous attendent tous. Mais les hommes de presse ont un grand rôle à jouer là-dedans. Exact. D'accord. Courage et discernement, surtout pour les hommes des médias. Merci, bienvenue. Vous avez le semblé de l'ensemble de l'ORTM. Et que ce soit une année de prospérité, une année de lumière, comme on va le dire. Et nous allons directement avec le premier sujet, c'est bien le rapport de monitoring de l'inclusion du genre dans les médias audiovisuels au Mali, qui a été présenté le lundi dernier ici à Bamako, initié par la HAC en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES Mali. Ce rapport vise une meilleure prise en compte des femmes dans les médias audiovisuels. Le monitoring a été mené du 1er janvier au 31 mars 2023. Alors, Monsieur Koulibaly, rappelez-nous quand même l'émission de la HAC, parce que c'est vous qui avez initié cette opération en partenariat avec IFES Mali. Rapidement, vous savez que la HAC a pour mission la régulation dans le domaine de la communication et précisément dans le domaine de la presse audiovisuelle écrite et en ligne. Donc presse écrite et en ligne. D'accord. Aussi, on a la HAC a dans ses missions la régulation également de la publicité par voie audiovisuelle et aussi par la presse écrite. Ah, d'accord. Voilà. C'est compliqué, compliqué de mener tout ça à bien. Ah, il y en a même beaucoup plus. Parce qu'il y a des attributions de veille, voilà, et nous allons les voir, de veille et d'alerte. Ah, d'accord. Et dans les veilles, il y a les précipitations et les précisions, et surtout concernant les femmes. Ah, c'est une œuvre gigantesque, hein? Ça veut dire que vous avez des moyens conséquents en termes de moyens humains, moyens financiers, moyens matériels. Ce n'est jamais suffisant, mais ce que vous avez, ça vous permet quand même de mener à bien la mission. Mais on fait avec. Très bien. OK. Alors, on va parler maintenant du factuel. C'est le rapport de monitoring de l'inclusion du genre dans les médias audiovisuels au Mali qui a été présenté ce lundi. Vous n'avez pas été seul à élaborer ce document qui a été fait du 1er janvier au 31 mars 2023. Et c'est quoi d'abord ce rapport monitoring? En fait, il s'agit. L'objet, c'est quoi? En fait, il s'agit d'une innovation. Innovation dans ce sens que nous n'avions pas l'habitude au niveau du centre de monitoring et de contrôle des médias de faire le monitoring de l'inclusion. Nous avions comme habitude de faire le monitoring, comme tous les monitorings classiques, de faire le monitoring en ce qui concerne la déontologie et l'éthique, ensuite la législation en la matière, notamment les textes qui régissent la presse, l'audiovisuel et la presse écrite au Mali. Et aussi, bien sûr, il y a les autres lois aussi, parce que même il faut tenir compte de la Constitution, vous allez le voir.
D'accord. Alors, il y a pas mal de textes dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a des textes particuliers qui ont été signés par tous les médias, notamment les médias audiovisuels auprès de la Haute Autorité de la Communication, notamment les conventions signées par chaque organe, chaque média. Oui. Ensuite, dans ces conventions, vous avez aussi les cahiers de charges qui fixent les obligations que ces médias doivent nécessairement respecter. Donc, il y a tous ces éléments dont il faut tenir compte. Donc, pour revenir rapidement au rapport, le rapport lui-même est le fruit d'un partenariat entre la Haute Autorité de la Communication et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, qu'on appelle IFES. Bon, c'était une organisation représentée dans plusieurs pays. Oui, dans plusieurs pays, dans le Mali. Dans le Mali. D'accord. Il y a des pays du Nord, des pays du Sud. Voilà, exactement. Okay. Et vous savez, cette organisation, pour mémoire, elle a eu à faire une étude sur le processus électoral au Mali en 2021. Et ce rapport a conclu à pas mal de défaillances constatées dans le processus électoral, depuis la préparation des élections jusqu'à la campagne, jusqu'au scrutin. Elle a eu à relever, cette étude, plusieurs défaillances, dont l'insuffisante inclusion du genre. Le genre, ça s'entend les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, vivant avec handicap, et bien sûr d'autres groupes tels que les vieilles personnes, du troisième âge, ainsi de suite. Donc cette étude ayant conclu à cela, elle ne s'est pas arrêtée, IFES ne s'est pas arrêtée à ce constat. Elle s'est engagée à apporter sa contribution pour améliorer l'inclusion au Mali. Et c'est ainsi qu'elle a approché toutes les parties prenantes. Je suppose dans la matière que même le comité de légal accès a été approché. Ils ont approché la CENI en son temps, je crois, et puis toutes les parties prenantes, notamment le ministère de l'administration territoriale, pour voir comment on peut procéder pour améliorer l'inclusion du genre dans le processus électoral. Donc, en ce qui nous concerne, il s'est avéré qu'il y a une identité de vue, parce que dans les missions de la HAC, il y a aussi la protection, notamment des enfants, des adolescents, des femmes, dans leur intégrité et à différents niveaux. Bon, au-delà de ça aussi, il s'est avéré que les élections qui se sont déroulées après la création de la Haute Autorité de la Communication, la HAC, ont eu à être surveillées, contrôlées par la HAC de son côté. Vous savez, le comité de légal accès aux médias d'État s'occupe particulièrement, spécifiquement des médias publics, appelés abusivement médias d'État, comme ça figure dans leur appellation. Donc, la presse privée, ces domaines n'étaient pas, avant l'arrivée de la HAC, n'étaient pas suffisamment pris en charge, en tout cas au moment des élections. Et puisque la HAC, sa mission s'étend sur tous les médias, l'ensemble des médias, y compris les médias publics, on a souvent tendance à l'oublier, même les médias publics. Donc, il s'est avéré que la HAC, à chaque élection, procédait à un monitoring, j'allais dire un monitorage, parce que la surveillance des élections à travers la diffusion, les contenus des programmes des médias au Mali. Donc, par rapport à cet état de fait, il y a identité de vue, selon IFES, qui fait qu'on devait arriver à procéder à inclure l'inclusion dans le processus de monitoring de la HAC. Et comme nous n'avions pas l'habitude de le faire... Alors, est-ce que vous allez nous parler dans un langage plus accessible, monitoring, monitorage, il y a une différence? Oui, il y a une différence, en ce sens que le monitoring, c'est comme dans le domaine de la santé, quand vous surveillez une maladie, par exemple, pour pouvoir donner si son état est assez grave ou elle se présente dans une région, vous procédez par le relevé, je vais dire, des données épidémiologiques que vous envoyez à vos structures au niveau central. Donc, elles sont notées, ces données-là. C'est à peu près la même chose, le monitoring. Le monitorage d'abord, commençons par le monitorage, parce que je veux dire que la HAC procédait par monitorage en surveillant le contenu des diffusions par rapport au texte dont je vous ai parlé tantôt, et aussi de la déontologie. Les faits marquants ou les violations constatées, on les note. Mais il se trouve que pour le monitoring, c'est beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup, si j'allais dire, moderne, parce que c'est fait par voie informatique et les données sont informatisées. C'est du domaine technique et vous relevez les données qui sont analysées, paramétrées, et ensuite on ressort des éléments que les médias analysent pour pouvoir conclure maintenant
à ce qu'on constate en vue pour Très bien. tout le monde. Si on a compris en une phrase, un monitoring, c'est l'étape élaborée du monitorage. C'est bien mieux élaboré, mieux raffiné, et mieux précisément peaufiné. pour permettre de comprendre. Avec plus de précision. Voilà, parce que c'est le suivi du contenu de ce qui est diffusé dans les programmes des médias, aussi bien par rapport à la déontologie et l'éthique qui se sont fixés eux-mêmes, que par rapport à la législation en la matière. D'accord. Voilà. Okay. Et maintenant, l'inclusion, c'est par rapport à un autre niveau pour que les femmes puissent apporter, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, puissent jouer tout leur rôle dans la société. Parce que vous savez que... Bon, qu'est-ce que ça va changer? Parce que pourquoi vous êtes appesanti dans ce rapport sur les femmes, question des nombres? Est-ce que UFES Mali s'est intéressé un peu à la question de la formation? Parce que je crois qu'il faut prendre des gens qui sont compétents, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient enfants. Pourquoi vous êtes focalisé sur ça? Et pourquoi seulement le genre au niveau de l'audiovisuel? Il n'y a pas la presse écrite? Non, parce que c'est vrai, on a commencé par l'audiovisuel parce que le centre de monitoring tel qu'il fonctionne actuellement fonctionne avec l'audiovisuel, radio et télé. Mais l'IFES va au-delà? Oui, l'IFES va au-delà et le centre de monitoring, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui est notre autorité de tutelle, a tenu compte également de cet état de fait. Bon, maintenant, pourquoi spécifiquement les femmes? Ce n'est pas spécifiquement les femmes, je vous ai dit, le genre, c'est les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Et on a dit pour l'inclusion du genre spécifiquement entre femmes et hommes, le phénomène est perçu comme tel. Maintenant, si je vous avais tracé, vous m'avez coupé entre-temps, oui, allez-y, je vais aller vite. Oui. Je disais tantôt que le rapport lui-même est venu par le fait, l'identité de vue d'abord, qui a permis un partenariat entre la HAC et le IFES, la Fondation pour le système international d'élection. Donc, ce partenariat a abouti à l'élaboration d'abord d'indicateurs de monitoring. Parce que quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, il fallait des paramètres et des éléments d'appréciation. Et ces éléments d'appréciation, c'était les indicateurs de monitoring qu'on a élaborés d'abord, testés à travers une phase qu'on a appelée la phase pilote. Et c'est cette phase, au vu des résultats de cette phase, que notre autorité de tutelle nous a instruit de faire 3 rapports. Un pour les femmes, un pour les jeunes, un pour les personnes vivant avec handicap. Et c'est par les femmes qu'on a commencé, c'est le tout premier rapport de la série des 3 qu'on a instruction de produire dans l'année. Et ce rapport est venu, vous avez dit, pourquoi spécifiquement? Si on prend même du point de vue de la démographie, alors, vous savez que les femmes sont les plus nombreuses. Est-ce qu'il y a un ratio établi par l'IFES? Vous dites, est-ce qu'il y a des chiffres qui sortent quand on dit elles sont sous-représentées au niveau de l'audiovisuel? Il y a des chiffres, il y a un ratio établi? Ils ont leur rapport. Ils ont leur rapport qui a établi qu'elles ne sont pas suffisamment intégrées. Et vous savez que nous sommes tous unanimes pour reconnaître qu'il y a des études qui ont été faites qui prouvent que, je crois, la dernière étude conclut à 50,20%. Donc un peu plus de la moitié. Dans le temps, on disait 52%. Donc presque toutes les autres études, sinon les autres appréciations se basent sur ces rapports. Même si elles ne sont pas les plus nombreuses, étant donné que c'est la moitié quand même de l'humanité, et de l'humanité concernant le pays, c'est très important. Donc cette frange ne peut pas être laissée à l'écart. Et son inclusion apporte beaucoup à la société dans son ensemble. Voilà pourquoi on a commencé par les femmes. Et une des raisons aussi, on a préféré commencer par les femmes parce que ça nous permettait d'intégrer un peu le mois de mars. Vous allez le voir, le mois de mars qui a donné des rapports un peu assez édifiants par rapport, puisque c'est tout un mois qui est décrété mois pour les femmes. Mais malgré tout cela, on a constaté que il y a une légère hausse, mais après, elle rechute à peu près. Donc, on tombe dans les habitudes. Donc, vous voyez qu'il y a des habitudes qui font que ces femmes, malgré leur nombre, ne sont pas intégrées à souhait à tous les niveaux et surtout en période électorale. Ça, je vais remettre encore ma question sur la table. On a dit que les femmes sont plus nombreuses, un peu plus de 52%, entre ça tourne autour. Et maintenant, on va régler une situation. Les femmes sont sous-représentées au niveau de l'audiovisuel. Est-ce que l'IFES a mis sur la table également un pourcentage? Justement, à ce niveau, il lui fallait passer par le centre de monitoring. D'accord. Il lui manquait des éléments concrets pour le dire. Et c'est ce que nous avons engagé. Nous avons essayé de voir au niveau des médias comment les femmes sont perçues.
pas seulement dans les programmes, mais aussi au niveau des responsabilités. Parce que la responsabilité influe souvent sur le contenu. Donc, c'est ce monitoring que vous avez là, dont nous allons vous donner quelques détails précis par rapport à l'inclusion, justement, l'insuffisante inclusion des femmes dans le processus, et même à tous les niveaux, hein, dans le processus, j'allais dire pas électif, mais le processus de développement, dans toutes les activités. Parce que nous sommes partis de l'analyse que si on arrive à inclure, à faire améliorer l'inclusion dans les programmes des médias, il y a de fortes chances que ça influe sur tout le reste des activités de la société et que ça puisse, en temps normal, au lieu qu'on court pour essayer de renflouer ça à un bref temps, pendant la période des élections, que ça devienne une habitude qui puisse influer à tous les niveaux. Et à tout moment, on aura une participation suffisante des femmes. C'est ainsi que le rapport est parti pour essayer de constater quel est le rôle dans les médias au niveau des programmes. Alors, quel est le tableau qu'affiche le rapport? Bon, le tableau qu'affiche le rapport, par exemple, j'ai quelques données ici, oui, rapidement. Par exemple, dans les femmes qui interviennent dans les médias, vous avez 21% de femmes. Ah bon? Contre 79%. Tous médias audiovisuels confondus. Bon, nous avons pris, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, nous sommes partis d'un échantillonnage. Parce que vous savez que toute enquête, et le monitoring aussi, c'est une enquête. Nous sommes partis d'un échantillonnage de 10 organes audiovisuels seulement, audiovisuels, parce qu'il y a des données qu'on peut constater facilement avec public, la télé, privé. Voilà, que par rapport à la radio. Donc on a pris 10 radios. Bon, de toute façon, il y a que l'ORTM et puis les autres. Et les autres, 10. Voilà. Les autres, non, on a tout le monde, hein, pas l'ORTM et les autres. On a pris tout le monde 10 médias, dont l'ORTM dans ces deux entités, ORTM 1, ORTM 2. Donc ensuite 8 autres pour compléter à 10. Et on a considéré que ces éléments sont assez représentatifs, mais le choix aussi ne s'est pas fait au hasard. On a pris ces 10 organes parce qu'il y a des programmes qui nous intéressent qui sont réalisés par ces 10 organes. Si vous prenez les autres, bon, je me réserve, il y a un quand même qui ne réalise pas, mais on l'a pris pour sa symbolique. Mousso TV. Mousso TV, parce que étant donné que c'est dédié aux femmes, on ne peut pas étudier quelque chose sur les femmes en l'écartant. Mais ça ne marche pas. En l'écartant. Bon, on l'a mis, on va constater, il y a des éléments. Quand on va parler des insuffisances à leur niveau, ça leur permettra d'en prendre acte aussi et d'améliorer le fonctionnement. Donc, sur ces 10 organes, nous avons regardé, je disais qu'ils ont été choisis en fonction des programmes. Des programmes, notamment des émissions. Nous entendons par programme les émissions. Les émissions sont quoi? Il y a les débats, il y a les journaux parlés, notamment les JT, les journaux télévisés, et les magazines. Bon, ces émissions aussi ont été choisies pas au hasard, parce qu'elles présentent, ces émissions, un potentiel de présentativité des femmes. C'est-à-dire, si vous prenez le débat, le journal parlé et le magazine, ce sont là des émissions qui ont un potentiel à pouvoir représenter à peu près toutes les franges de la société. Par exemple, dans toute activité que vous prenez, vous trouverez les femmes. Au-delà de ça aussi, c'est des émissions d'information d'abord, j'allais dire d'information, je disais, d'instruction, d'instruction parce que ça instruit, et également de culture. Et quand vous les prenez, ça veut dire que ça traite tous les sujets à fond. Et quand vous les prenez comme tels, il y a de fortes chances que, quelle que soit la frange que vous prenez, elle trouvera sa présence ici, si vous voulez enquêter sur elle. Et ces médias-là, de façon isolée et considérée, je parle du cas de l'ORTM, et nous avons quelle note? On a la moyenne? Bon, ça dépend. Il y a des pourcentages? Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Bon, malheureusement, le temps ne nous a pas permis de les enregistrer, de les scanner pour pouvoir les projeter. Mais c'est contenu dans le rapport? C'est contenu dans le rapport. Il y a des chiffres dessus. Mais nous avons préféré prendre les références, les données globales pour pouvoir montrer l'insuffisance des participations, par exemple, des femmes. Par exemple, vous avez, en ce qui concerne, quand vous prenez, par exemple, les débats, vous avez 10% des femmes qui participent au débat contre 90% d'hommes. 10% dans les débats, ça veut dire que c'est très peu. Et quand vous prenez maintenant les JT, vous avez quand même 24% des femmes contre 76. Bon, c'est disons, 24... oui, mais je crois que ça, ce n'est pas des données qui concernent l'ORTM. Hein? Non. Lorsque vous prenez l'ORTM ici,
Même tout à l'heure, quand on va finir avec cette émission, c'est Awadit Makamara qui va présenter le journal des Trésors. Ouais. Hein? Ouais. Et Mais on vous a donné une copie, malheureusement. les débats également. Je vais Ça n'est donner pas quelques- seulement les hommes qui les font, c'est ouais. beaucoup plus de femmes d'ailleurs. Ouais. Ok, elle a une question, c'est sûr. Elle a écouté pendant quelques minutes. Ouais. Effectivement, IFES, moi je souhaiterais connaître la définition de IFES. Aussi, je souhaiterais savoir sur quels critères vous intégrez les genres. Sur quels critères vous intégrez les genres. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il faut seulement mettre le nombre ou est-ce qu'il y a d'autres éléments de référence? Il y a d'autres éléments de référence. En fait, nous avons pris le genre parce que le genre, vous savez, depuis fort longtemps, on a parlé du problème du genre, notamment les couches qui sont considérées comme les couches vulnérables et en même temps qui se considèrent comme des couches laissées pour compte. D'accord. C'est-à-dire elles ne sont pas suffisamment insérées dans le processus d'activité de développement du pays. De façon générale, pas seulement pendant les élections. Ça devient criard en période d'élection, bien sûr. Donc, ces genres qui se déclinent en termes de femmes opposées à hommes, en termes de jeunes opposées aux adultes d'un certain âge, et en termes de personnes bien portantes et de personnes vivant avec handicap. Tous ces gens se trouvent frustrés. Et tous ces frustrés qui sont laissés pour compte, ça fait en temps d'élection un groupe assez considérable qui manque. Ça fait comme un manquant qui devait s'inscrire. Et même s'il se trouve que dans notre cas, par exemple, où on inscrit tout le monde tacitement comme électeur, si ces gens n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer ou de pouvoir voir pour aller voter, ce sont ces gens qui sont mis à l'écart. Et certaines femmes, de par leurs occupations qu'on leur confie à la maison, ne jugent pas nécessaire de se déplacer. Tout ça, ça fait un vide. Et en période électorale, le manquant qui est constaté là par ceux qui n'ont pas voté, par rapport aux inscrits surtout, tacitement, ça pose problème. Ensuite, au-delà de ça, si vous regardez même dans la pratique de l'activité, vous verrez qu'il y a peu de femmes. Pourquoi on a voté la loi 052 pour pouvoir favoriser une ségrégation positive, notamment dans les fonctions électives et nominatives. C'est pour permettre un peu de rehausser un peu, parce qu'on a constaté, les analyses qu'on a constaté, tant qu'on n'aura pas intégré les femmes, il y aura... Mais si on continue vraiment à nous agripper au nombre et oublier les autres détails, est-ce qu'on va avancer? Non, ce n'est pas que le nombre. Et puis, autre détail, pourquoi se focaliser sur la période électorale? Est-ce que vous ne voyez pas le contenu, par exemple, des programmes en termes de débat sur la sensibilisation civique des citoyens, sur l'éducation, sur notre histoire, sur notre géographie, ainsi de suite, les relations, nos valeurs ancestrales. Est-ce que ce n'est pas mieux de porter le jugement sur ces éléments que de se focaliser sur seulement la représentativité des noms des Je vais revenir à votre question, je n'avais pas fini avec les deux de madame. Allez-y. Donc c'était pour prouver à madame, le genre, nous avons intégré le genre à travers cette analyse, ce constat. Donc, ça me rappelle que je devais le finir. Je l'ai fait au départ, on n'avait pas fait attention. Je disais que c'est une fondation, c'est un cycle anglais, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Transcrit IFES. Vous trouverez International Foundation. Voilà, c'est ça, élection dans le reste. Donc, c'est cette fondation, comme Jamel le disait, l'a précisé, qui est représentée dans pas mal de pays africains, dont le nôtre, et qui appuie les systèmes électoraux, comme son nom l'a indiqué. Pas dans le vide. Ils ont mené une enquête d'abord pour constater les insuffisances au Mali, parmi lesquelles insuffisances, l'insuffisante inclusion du genre. Le genre qui se dit au niveau de ces trois groupes qui ne sont pas suffisamment intégrés. Maintenant, vous avez demandé quels sont les critères qui ont valu qu'on intègre le genre. Je crois que j'ai répondu en disant que c'est des constats qui ont fait que si on ne permet pas à ces gens de participer comme tout le monde, il y a problème. Ça m'amène maintenant à la question de M. Djomele, quand il disait que si on s'agrippe à cette participation du nombre, il n'y a pas que le nombre, parce que si vous regardez bien, nous sommes partis de l'inclusion au niveau des programmes des médias. Ça veut dire de tout temps. Nous avons fait ce rapport, si vous avez remarqué, c'est le premier rapport de l'année, qui se situe en début d'année, de janvier à mars, 3 mois.
Donc, c'était bien avant le processus électoral. Et vous allez le constater d'ailleurs, les sujets abordant les questions électorales, vous avez vu, si vous avez le temps de lire le rapport, le temps ne nous permet pas, il y a peu de pourcentages qui sont représentés là, les femmes. Les femmes, on a l'impression qu'elles s'intéressent moins à la thématique élection en tant que telle. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est cet état de fait qui a fait qu'on a commencé par se dire qu'il faut commencer le soubassement par voir d'abord si la presse elle-même s'intéresse à cette inclusion-là. Parce que tant qu'elle n'a pas pris conscience de cet état de fait, ça ne va pas décoller ailleurs. Et on a constaté par ailleurs que en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne même les jeunes, et encore plus les personnes handicapées, vivant avec handicap, la presse contribue même à ce confinement-là, à ce qu'elle se recroqueville. Parce que les colibés qui sont employés, utilisés contre ces groupes-là, par exemple, quand on voit les femmes politiques, par exemple, on dit Mouchoro Batikou. Bon, souvent il y a des expressions comme ça que la presse perpétue sans se rendre compte. Oui. Ensuite, les jeunes, on perpétue en disant que les jeunes n'ont pas d'expérience. Voilà, ils sont trop rapides, mais ils vont dites en besogne, c'est pas bon. Donc, autant de choses qu'il faut vraiment regarder avec discernement, comme je le disais tantôt. Donc, autant d'éléments qui font que il y a lieu de regarder positivement ces trois franges pour pouvoir les inclure et voir d'abord au niveau de la presse avant d'en venir au niveau électoral pour faire l'analyse. Alors, un rapport qui est là, qui fait l'état des insuffisances, des lacunes, et la suite, ça va se limiter là? Justement, non. Oh. Le rapport a pour objectif, comme je vous le disais, identité de vue par IFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et la Haute Autorité de la communication, c'est de faire en sorte de pouvoir améliorer l'inclusion, autrement dit, pour parler terre à terre, la participation de tous ces groupes-là au niveau de l'action de développement, de façon générale, à tous les niveaux, qu'on prenne leur expérience autant qu'elles sont dans tous les processus de développement et ça portera mieux en période électorale. Donc, tous ces éléments sont inclus dans le rapport à ce niveau. Donc, vous allez voir, ça c'est l'objectif général, travailler à améliorer leur inclusion, mais avec des activités spécifiques. On va mener des plaidoyers auprès des groupes, avec des chiffres bien sûr, parce que les chiffres seront là pour pouvoir convaincre les groupes que nous allons entreprendre en plaidoyer et en entretien pour les sensibiliser d'abord par rapport au phénomène, pour que ça puisse marcher. Et il y a des plaidoyers, des récompenses même qu'on a prévues pour pouvoir encourager la presse à aller à cela. Et d'ailleurs, dans une démocratie, je vois mal, parce qu'il y a eu un des aspects que nous oublions dans la presse, l'accessibilité de tous aux médias. L'une de nos missions, c'est ça, que la presse soit libre, qu'elle soit accessible à tous. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous battions au début quand on disait presse d'État. La presse, c'est la presse publique. La presse a mission publique. Vous voyez? Donc, on a dit presse d'État. J'espère que les mentalités vont évoluer par rapport à ça, parce que les médias sont là. Et vous, d'ailleurs, vous les rendez bien avec votre slogan chacun compte. À l'ORTM, chacun compte. Ouais. C'est cela, justement. C'est cela. Faire en sorte que toutes ces franges participent. Et il y a des méthodes pour y procéder. Et comme la HAC, comme je vous le disais, a dans ses missions de réguler par rapport au texte, de réguler par rapport à la déontologie, elle s'est donnée maintenant de pouvoir inclure l'inclusion des femmes, c'est-à-dire qu'on puisse intégrer la donne concernant le genre, concernant ces groupes-là, à tous les niveaux. Cela nous amène à vous poser cette question quand même lorsque vous nous parlez de l'accessibilité de l'information à tous. Oui. Et ce n'est pas une évidence pour tous. Pourquoi, par exemple, la HAC s'occupe de l'audiovisuel, mais il y a les fournisseurs d'images. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas accès à l'information. Est-ce que vous lorgnez de ce côté? Bon, vous savez, il y a les réalités aussi du modernisme. Donc on ne peut pas parler de démocratiser l'accès à l'information à tous. Par exemple, vous savez que la presse, il y a des textes actuellement pour réguler les réseaux sociaux. Mais nous en connaissons des fournisseurs d'images. Voilà. Si tu ne payes pas, tu n'as même pas accès à l'ORTM, ta télévision publique. Oui, c'est un problème spécifique que la HAC est en train de gérer. Oui. Parce que c'est un problème, je crois, qui n'a pas été suffisamment... Bon, je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit, suffisamment géré, parce que nous avons vu dans les autres pays où quand vous ne payez pas, quand votre abonnement arrive à expiration, vous avez accès aux médias publics. Mais tu es chez toi, tu ne peux pas avoir accès à ton média cela n'est pas à la HAC. C'est une conclusion, l'origine, c'est l'ORTM. L'ORTM et les autorités. Il semble que les autorités ont tordu la main à l'ORTM pour qu'elle accepte,
l'organe accepte qu'il en soit ainsi. Mais puisque vous êtes là aussi pour aider l'ORTM à être plus performant, je crois que vous allez nous accompagner dans ce sens. Mais nous attendons que l'ORTM règle, parce que chaque organe est libre de pouvoir, par exemple, négocier les contrats, les conventions, notamment avec l'extérieur, notamment pour l'accès, parce qu'on a fait valoir une accessibilité satellitaire et que ça pose des frais. Or non, ce n'est pas normal. L'ORTM, au nom de la souveraineté, devait exiger. Les autres pays l'ont exigé. Dans les autres pays, même si l'abonnement arrive à terme, vous avez accès aux chaînes publiques. Mais seulement, puisque c'est une convention qui liait les deux, l'ORTM était d'accord avec, même s'il a été dit que vous avez eu les mains tordues à un moment donné. Bon, on attend que le problème est en train d'être épuré. La presse la HAC est en train la HAC a soulevé le problème. L'ORTM a dit qu'ils sont là-dessus pour conclure une autre convention. Et il y a de fortes chances que ça intègre cette donne-là. Sinon, la HAC est là-dessus, mais on tient compte des textes aussi. On tient compte de ce qui a été, parce que c'est fait sur la base des textes avec vos signatures, la signature de votre organe. Bon, c'est difficile de pouvoir changer. Il y a toujours quelqu'un qui chapeaute l'ORTM, ce n'est pas l'ORTM, ça va au-delà. On va faire l'harmonisation de toutes ces décisions. On y arrivera. Ok, très bien. Ça va se gérer. Ok. On va passer au deuxième sujet, parce que si on doit... Bon, si vous estimez, parce qu'on n'a pas abordé certaines données. Bon, si vous voulez, on va y revenir. Oui, on a encore... on va revenir. Voilà, c'est ça. Le temps de donner... Si vous parlez de l'ORTM, je vais vous sortir des chiffres par rapport très à bien. l'ORTM. Ça va me permettre de sortir ces chiffres spécifiquement par rapport à l'ORTM. On va toujours rester dans le chapitre genre. Cette fois-ci, l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile du Mali, c'est Atof Ju, en partenariat avec le mouvement Djamana Kanou, ont organisé, l'association a organisé une conférence débat. C'était le vendredi dernier à la commune 2 du district de Bamako. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Journée est célébrée tous les 26 juin. C'est bien cela? L'objectif, c'était de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Une fois encore, bonjour. Bienvenue. On va le dire... commissaire divisionnaire principal de police, Traoré, Assitan Traoré. Effectivement. Présidente de l'ATOF JU. C'est une histoire de police? Bon, on peut dire que c'est une histoire de police, parce que moi je suis policière, je suis la présidente de l'association, et nos objectifs riment avec les missions régaliennes de la police. D'accord. Alors, quelles sont vos missions? La mission de l'association qui a vu le jour en 2016. En ce moment, moi, j'étais à l'Office central des stupéfiants. J'ai fait 7 ans à l'Office. C'est partout là j'ai vu le besoin. J'ai constaté qu'aujourd'hui, la population malienne a besoin d'être sensibilisée sur la problématique des stupéfiants. D'accord. Alors, nous avons ici 2 structures, Atof JU et Mouvement Djamana Kanou. Oui. Vous êtes ensemble dans cette lutte? Effectivement, nous sommes ensemble. D'ailleurs, c'est le président du Mouvement Kanou qui est le président d'honneur de l'Atof JU. Il nous accompagne techniquement, financièrement, pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Alors, quelles sont les motivations de cette articulation qui me semble très harmonieuse, là? Parce que vous avez les mêmes convictions? Effectivement, nous avons les mêmes convictions et puis on a les mêmes objectifs parce que nous, c'est pour faire la prévention contre la consommation de la drogue et la prise en charge des toxicodépendants et faire des plaidoyers pour qu'on puisse actualiser nos textes pour qu'on ne puisse pas réprimer les consommateurs de la drogue. D'accord. Alors, mouvement Djamana Kanou aussi aide les femmes à les insérer, à les former dans des activités génératrices de revenus et aussi donner des emplois aux jeunes. Donc, en ce moment, on se retrouve quelque part. Ok. Donc, le fait que vous soyez policière, ça ne veut pas dire seulement que vous êtes là pour la répression. Il n'y a pas du que, tout, pas du tout. J'ai porté la tenue justement, c'est pour prouver à la population que la police, ce n'est pas la répression seulement. La police est là pour sensibiliser, pour un changement de comportement, pour éduquer. La police assiste. Et dans l'association, je suis la seule policière. Parce que j'ai mûri l'idée quand j'étais à l'OCS, parce que j'ai vu qu'il y a l'insuffisance de sensibilisation, de communication en matière de la consommation de la drogue. Et j'ai vu qu'il n'y a que la répression, alors qu'en matière de consommation de la drogue, la répression a montré ses limites. Alors, quelle est aujourd'hui la situation?
La situation de la consommation de stupéfiants par les femmes. Effectivement. Aujourd'hui, C'est une situation inquiétante. c'est inquiétante. Ah La bon? raison pour laquelle l'objectif même de notre association, c'est de lutter contre la consommation féminine. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, surtout il y a une enquête qui a été menée par le Centre d'information sur la femme et l'enfant du ministère de la promotion de la femme, mais c'était en 2012. Et le résultat de l'enquête prouve à l'évidence qu'il y a 75% des jeunes moins de 18 ans qui consomment de la drogue au Mali, dont 25% de femmes. Est-ce qu'il y a des zones plus touchées? Des zones plus touchées. Des zones comme ça, est-ce qu'il y en a plus Effectivement, à Bamako qu'à l'intérieur? à Bamako, c'est la commune 2 qui est plus touchée aujourd'hui. Ah bon? D'où l'intérêt d'organiser notre activité à 15 Abougou. Et vous avez cherché à comprendre pourquoi la commune 2 est la plus touchée? Oui, on a savez cherché à savoir si on a vu que vraiment les jeunes sont désœuvrés. D'accord. Les jeunes sont désœuvrés. Et puis avec la population, la population est trop centrée. Il y a beaucoup de population. Et ensuite, on a trouvé aussi qu'il y a l'insuffisance de sensibilisation, c'est-à-dire sensibilisation au niveau des parents. Les parents, il faut reconnaître aujourd'hui, les parents ont démissionné par rapport à l'éducation des enfants. Okay. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants rentrent dans la consommation sans que les parents ne soient au courant. C'est quand la situation est aggravée que les parents constatent que mon enfant est dans la consommation, alors qu'on doit prévenir avant que l'enfant ne rentre. Alors, qu'est-ce que vous avez entrepris comme action pour intéresser davantage les parents dont vous parlez à l'éducation des enfants, pour qu'ils s'impliquent davantage? Il faut quel genre de communication? Est-ce qu'il faut passer seulement sur l'ORTM ou entreprendre des actions de sensibilisation, d'information, de proximité? Vous avez un plan? Oui, effectivement, nous avons un plan. Par exemple, dans notre plan d'action, nous avons identifié certaines communes, telles que la commune 2, la commune 6, pour qu'on puisse mener des actions de sensibilisation. Parce que, comme je vous ai dit, la répression a montré ses limites par rapport à la consommation de la drogue. Il faut la prévention. Et la prévention, c'est à 3 phases. Il y a la première phase, qui est la prévention primaire, il y a la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Mais malheureusement, les parents ignorent ces 3 phases de prévention. Primaire, c'est à la maison? Primaire, c'est à la maison. Secondaire, c'est où? Secondaire, c'est aussi à la maison. C'est aussi à la mais maison. Il faut intensifier à ce moment la communication, la sensibilisation. D'accord. On ne doit pas chasser les gens qui se droguent. On ne doit pas les chasser. On ne doit pas les sermonner. On doit avoir un regard vraiment empathique. On doit vraiment les comprendre parce qu'aujourd'hui, ils sont malades. La toxicomanie, c'est une maladie et ils ont besoin d'une prise en charge médicale et psychosociale. Donc, on fait la prévention primaire effectivement à la maison. Ce sont les parents qui doivent faire ça, communiquer, créer une complicité entre les parents et son enfant. Savoir quelles sont les fréquentations de mon enfant. Il ne faut pas démissionner. Aujourd'hui, on a constaté que les parents sortent le matin, ils reviennent la nuit, ils ne savent pas à qui mon enfant fréquente. Ça, c'est très, très dangereux. Et il y a la prévention secondaire. Là, Mais puisque tout change, le format des familles change, le style de vie change, les obligations des uns des autres changent, comment les parents vont-ils s'y prendre? Ils sont obligés de travailler. Les familles changent, les obligations changent, il y en a qui ne viennent pas. Tout ça là change à cause des enfants, à cause de nos progénitures. On travaille pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Alors, est-ce que serait au pas retour, mieux si on vient trouver que ces à... enfants sont rentrés dans la drogue, qu'on ne peut plus les récupérer. Oui, c'est un tout là. Hein? Est-ce que ce serait pas bien aussi qu'on revienne un peu à nos fondamentaux? Par exemple, l'esprit de la grande famille où le tonton, le cousin, le grand cousin a de l'ascendance sur l'enfant. Tout à fait. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est un ensemble. Ça nous revient... Il faut avoir une vision holistique de la chose. Tout à fait, je suis d'accord. Ça me revient à dire aujourd'hui les causes même de cette consommation juvénile. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une éducation communautaire. Avant, c'était l'éducation communautaire. Les parents, les voisins, même le tablier, les gardiens qui est dans le carré éduquent l'enfant. Mais aujourd'hui, non, tout le monde dit que non, il ne faut pas toucher à mon enfant. Donc, vous trouverez que l'enfant peut rentrer dans la drogue et que la dépendance s'installe jusqu'à ce que les parents ne sont pas au courant. Mais vous trouverez que les tabliers, les boutiquiers, les gardiens... Et ils le savent. Mais ils ont peur
parce que s'ils interviennent, on crie dessus parce que c'est mon enfant. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à cette éducation d'attente communautaire. Et quant au maillage maintenant de votre... Vous êtes seulement basé à Bamako? Pour le moment. Vous n'avez pas d'antenne à l'intérieur, pas de représentation? Non, pas à l'intérieur, mais... Parce que le mal n'est pas là-bas? Si, bien sûr, mais c'est les moyens qui nous manquent. D'accord. Sinon, on veut vraiment aller élargir l'association, planter l'antenne dans toutes les régions administratives du Mali. Si on vous demandait aujourd'hui d'évaluer un peu votre parcours, qu'est-ce que vous avez posé comme acte positif qu'on peut retenir? Merci. Nous, on mène des activités de sensibilisation, comme je vous ai dit. On mène des activités dans les radios, dans les télés, pour sensibiliser. Comme j'ai dit, il faut mettre l'accent sur la prévention. Mais comment savez-vous que ces actions ont porté leurs fruits? Merci. Par exemple, si on m'invite dans une radio, par exemple, moi je dis, il ne faut pas chasser l'enfant. Il ne faut pas sermonner l'enfant. Il ne faut pas maudire l'enfant. Et à travers ça, après l'émission, on donne un numéro de téléphone. Il y a des parents, des mamans qui nous appellent. Ah madame, moi je chasse mon enfant. Je maudis mon enfant parce qu'il est rentré dans la drogue. J'ai compris à travers votre communication que ça, ce n'est pas la solution. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On les invite à venir chez nous parce que nous, on fait quelque chose qu'on appelle counseling. Vous êtes où? Le siège de l'association, oui, comment vous contactez? Au Carrefour Régine. Ah, d'accord. On a un siège là-bas, mais on compte avoir notre propre siège bientôt. Ça serait à Mourouba beaucoup. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour avoir un siège là-bas. D'accord. Oui. Le grand journaliste, c'est lui qui va parler maintenant. Je comprends avec l'ampleur du phénomène que vous ayez donné la priorité à la sensibilisation, à la prévention. Oui. Mais il se trouve que s'il y a consommateurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui fournissent. Tout à fait. Alors je voudrais savoir, je suis curieux de savoir l'action menée, peut-être pas par vous-même directement, mais si vous avez des contacts, des relations, des organismes avec qui vous collaborez ou des institutions du pays. Je voudrais savoir quelle est la lutte qui est menée au niveau de l'entrée, la drogue qui nous vient d'ailleurs, et celle qui est produite localement, au niveau des productions et de l'entrée. Alors, on va dire s'il y a un corrompu, un corrupteur. Donc, s'il y a un consommateur, parce qu'il y a quelqu'un qui amène. Tout à fait. J'ai bien compris la question qui est très, très pertinente. Mais malheureusement, notre association est axée sur la prévention, sur la sensibilisation. Il y a les services répressifs. Par exemple, il y a l'Office central des stupéfiants qui réprime. Il y a les brigades des stupéfiants qui répriment. Il y a les brigades de la gendarmerie qui répriment. Mais nous, on a constaté que en matière de consommation de drogue, la répression a montré ses limites. Même aujourd'hui, par exemple, l'OCS est en train de prendre des dispositions. Il y a même des divisions de sensibilisation, de communication pour un changement de comportement. Parce que même au niveau des services répressifs, ils ont constaté qu'en matière de consommation, la répression a montré ses limites. Parce que l'enfer, la drogue, quand on rentre là-dedans, c'est comme on est rentré dans l'enfer terrestre. C'est un problème de santé publique, effectivement. Alors, il faut la prise en charge médicale. La répression ne peut pas corriger un problème mental. C'est très, très difficile. Raison pour laquelle nous sommes centrés uniquement sur la prévention, sur la prise en charge, faire des plaidoyers même pour que les services répressifs ne peuvent pas envoyer les consommateurs de drogue en prison. Ce que vous avez dit, ça c'est le trafic de drogue. Là, il faut réprimer jusqu'à la dernière minute. Il y a des textes qui sont là qui répriment. Il y a des textes qui sont là qui font les saisies des biens des trafiquants. Il faut qu'on applique abondamment ces textes. Il faut que ces textes soient vraiment effectifs pour qu'on puisse diminuer le trafic de drogue, pour diminuer aussi la consommation de la drogue. D'accord. Alors, vous n'êtes pas à ce niveau, mais de l'autre côté, maintenant, est-ce que vous avez des relations avec les services de santé, les professionnels de la santé qui vous aident un peu pour la prise en charge, je ne sais pas, qui vous accompagnent dans votre opération de sensibilisation? Effectivement, nous avons des partenariats. Il y a un monsieur qui fait la prise en charge à son niveau, mais il faut reconnaître que c'est une prise en charge qui n'est pas suffisante. Il a besoin d'accompagnement, mais quand même, il soulage les parents. Parce que l'enfant peut faire au moins 2 ans là-bas. L'enfant peut faire au moins 1 année là-bas. Et lui, il fait le sevrage. Non seulement il fait le sevrage, il fait la désintoxication traditionnelle. Aussi, on a un partenariat avec le centre de désintoxication militaire, là où il y a un colonel qui est là-bas, qui fait la prise en charge aussi.
On a l'habitude d'envoyer des jeunes là-bas pour la prise en charge. Parce que les parents ignorent. Très généralement, les parents sont désespérés. Ils pensent que si l'enfant est rentré là-bas, la cause est finie. Nous, on les sensibilise comme ça, la cause n'est pas finie. Cette prévention tertiaire-là est là. Et on peut guérir un drogué. Il revient comme avant. Mais vous l'avez déjà réussi? Oui, on a reçu. Des cas? On a reçu des cas. Aujourd'hui, à notre actif, on a 10 cas des jeunes qui ont été accompagnés par notre association. Et aujourd'hui, leurs parents disent Alhamdoulilah. On a aussi 3 femmes qui ont été récupérées. Même actuellement, il y a une femme qui est actuellement au centre pour la prise en charge. Et c'est une héroïne. L'héroïne, c'est une femme qui consomme l'héroïne. Vous voyez, c'est une drogue dure. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a aussi formé des jeunes pour qu'ils soient des pères éducateurs. Parce qu'on est en partenariat avec beaucoup de jeunes. Les associations juvéniles, on a formé une association qui est à Kalabankoro. On a formé à peu près 30 jeunes. Et souvent, eux mènent des sensibilisations pour montrer à la population que ces jeunes-là ont besoin d'être accompagnés et non d'être sermonnés, chassés. D'accord. Alors, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, il y a quand même des motifs d'aller vite pour mettre fin, en tout cas à raboter suffisamment ce mal qui gangrène un peu notre société. Oui. Et pour être plus fort, vous avez besoin des moyens. Que demandez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, on demande une synergie d'action. Déjà, comment vous fonctionnez? Parce qu'il faut les moyens. Effectivement, nous, on fonctionne de façon timide. C'est-à-dire? De façon timide, ça veut dire qu'il y a les moyens qui manquent. Par exemple, nous, on a fait des cartes de membres. C'est les membres de l'association qui achètent ça. Il y a membres d'honneur, il y a les cartes pour les membres d'honneur, il y a les cartes pour les membres de bureau, il y a aussi les cartes pour les gens qui veulent adhérer à l'association. On a notre parrain aussi qui nous accompagne beaucoup. Si on veut organiser, par exemple, l'organisation d'avant-hier, c'était pour célébrer la journée internationale de lutte contre le trafic et la consommation, l'abus de drogue. Donc, s'il y a ces genres d'activités, c'est les parrains vraiment qui nous accompagnent techniquement et financièrement. Mais comme moi aussi, je maîtrise beaucoup, si on n'a pas de moyens, il se trouve que souvent, il y a des activités où on n'a pas les moyens. Donc, on collabore beaucoup avec, par exemple, la radio Nieta, la télé Nieta. Il y a aussi des radios de proximité qui sont là, par exemple, la radio Patriote. On travaille beaucoup avec ces différentes radios. Et il y a aussi l'ORTM qui couvre gratuitement et qui vous reçoit sur le plateau de Actu Hebdo gracieusement. Merci. Voilà. Donc, le partenaire de l'ORTM va commencer maintenant. Sinon, on n'a pas eu de partenariat avec l'ORTM. Ben, ça commence. Il faut un début à tout. Merci. Je souhaiterais que ça commence maintenant. Vraiment, même si on n'a pas les moyens financiers, moi, j'ai formé même les membres de l'association qui peuvent communiquer pour un changement de comportement sur la consommation de drogue. Parce qu'on fait aussi le counseling. Le counseling, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui rentre dans la drogue. Par exemple, la prévention primaire a montré ses limites. La personne est rentrée de façon occasionnelle. Avant que ça ne soit pas de façon permanente, on peut sensibiliser sur les conséquences néfastes de la consommation, à lui montrer des images à quoi la drogue peut avoir comme effet sur l'organisme. Merci, c'est là à peine de surtout les adolescents de moins de 18 ans. On a pu faire le conseil à peu près à 5 adolescents moins de 18 ans. Et aujourd'hui, vraiment, ils se sont appropriés vraiment des conséquences de la drogue et ils ont même abandonné. Et c'est eux-mêmes qui sensibilisent aujourd'hui certains de leurs camarades. Ah ben très bien, je vous félicite pour cela. Oui. Et on n'a plus beaucoup de temps, c'est fini d'ailleurs. Il reste 3 minutes, tout au plus. Hein. Oui, M. Koulibaly, oui, absolument. Allez-y, on va... Ben, si dans l'ensemble, nous avons beaucoup insisté sur les pourcentages globaux, pour pouvoir encourager la presse à vraiment œuvrer à faire quelque chose. Sur les 10 organes, ou du moins dans les 10 organes télé, et les 3 émissions monitorées, tout le monde vous bat à l'ORTM. Ah bon? Oui, en termes de participation des femmes. Parce que vous en êtes à 17%. Même ORTM 2 vous bat. ORTM 2, en termes de participation des femmes au débat, au journal, les femmes qui interviennent, à 27%. Oui, 27% et vous êtes à 17%. Mais il y a combien de présentatrices à ORTM 1? Bon, ça, c'est à vous de le dire. Mais c'est le constat. Vous avez fait le constat sur quelle base? Mais la réalité est là. Les femmes intervenues dans les débats. Cette fois-ci, dans les débats. Dans les débats.
les femmes qui interviennent dans vos débats, les reportages. Les femmes qui animent les débats, les animatrices, non? Pas les animatrices seulement, celles qui interviennent lors des reportages, les femmes qui parlent, qui interviennent sur des sujets précis, qui sont dans les débats, dont les propos sont monitorés, qui sont dans les magazines. C'est ce que nous avons pris, les femmes qui participent réellement. Tout le monde vous bat, vous êtes à 17%, tandis que les autres sont à 27. Même, je voudrais dire, au thème 2 même vous bat à la matière. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. De toute façon, une copie du rapport est laissée. Peut-être que nous accordons beaucoup plus d'importance à la qualité économique. Bon, peut-être ça peut être ça. Dépend. Mais c'est pas aussi évident. Pas évident. Alors on va faire les deux. Oui. Voilà. La qualité et le nombre. Surtout, c'est sur quoi nous voulons insister. On a l'impression que souvent c'est une faveur ou c'est une mode de chercher à intégrer les femmes ou les jeunes. Non, parce que c'est des franges, je viens de vous dire, si vous prenez en termes de pourcentage démographique, c'est des franges importantes de la société qu'on ne peut pas laisser à l'écart et prétendre avoir une société qui se développe harmonieusement. Donc c'est d'œuvrer en sorte de pouvoir les intégrer par des actions précises, de sensibilisation auprès bien sûr des associations de femmes, des groupements de femmes, des leaders de femmes, aussi bien à ce niveau qu'au niveau maintenant des décideurs, des responsables du pays et des organisations. C'est pourquoi nous avions ces rapports. Malheureusement, le reportage n'a pas été diffusé. Si vous aviez diffusé ces reportages, il y avait au cours de cette session 2 sessions justement. Une première avec les partenaires, les institutions de la République, pour partager le rapport, prendre leurs desiderata, pour corriger encore, améliorer les résultats du rapport, pour pouvoir faire maintenant un document, pour pouvoir faire les plaidoyers autres. Et la deuxième session, c'était avec les médias eux-mêmes. Malheureusement, vous étiez absent. C'est au dernier moment que vous avez été représenté par quelqu'un, une seule personne. On s'attendait à ce que les responsables même partagent cette session avec nous pour se rendre compte. Et on pouvait discuter ces éléments-là. Et ça vous permettrait de voir clairement de quoi il s'agit. Et de toute façon, une copie à votre niveau. Absolument. Une copie, envoyez d'autres. On en donnera au directeur général. Je vais vous en laisser encore une au en chef partant. Je vous en laisserai une encore. Des informations, les red chefs. Et les directeurs radio-télé aussi. Mais en tous les cas, ce n'est pas conclu parce qu'on a dit on va prendre vos desiderata, partager dans une première phase le rapport avec vous avant d'agir. Et ensemble maintenant, mener les actions qui vont nous permettre à tous d'améliorer cette inclusion. D'accord. Pour tous, pour l'intérêt de la société. D'accord. On a compris, on a commencé. Voilà pourquoi madame est l'invitée sur le plateau. Merci à vous, monsieur Niaza Coulibaly, chef du centre de monitoring et de contrôle des médias de la HAC. Merci à vous, commissaire divisionnaire principal de police, Traoré, Assitan Traoré, présidente de l'ATOF-JU. C'est en qualité de président de cette association que vous êtes sur ce plateau. Et félicitations pour le beau travail que vous faites. Là. Et merci à vous, monsieur Coulibaly. À vous également, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une fois encore, nos vœux de bonne fête. Tabaski, le mouton, on l'a mangé, c'est bien. À l'année prochaine, Inch'Allah. Entre-temps, un Mali lumineux. Tout à l'heure, le journal de 13h avec Awa Dit Makamara. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah. C'est le dimanche prochain, le canal 12-13. Excellent après-midi dominical de TV sur ORTM 1.